Près de 110 ans après l'émergence du cinéma hollywoodien, qui a permis de façonner le grand récit national sous le regard de héros, qui ont contribué à la renaissance des États-Unis dans le monde entier, force est de constater qu'une grande partie de ces mythes ont été un instrument de propagande servant aux grands studios et au gouvernement américain de pouvoir véhiculer leur manière de penser et leur représentation de la société. En effet, de grands classiques du cinéma américain, reconnus autant des critiques que par le grand public, ont pu indirectement jouer un rôle dans la diffusion, la promotion de ces valeurs et par extension par l'invisibilisation de certains autres combats, comme l'émancipation des Afro-Américains ou encore du traitement des communautés amérindiennes. Comment ne pas penser à des films comme Mélodie du Sud, 11e métrage d'animation des studios Disney qui véhicule une image idéalisée du sud des États-Unis en pleine ségrégation raciale, à travers le personnage de l'oncle Remus. Le film a d'ailleurs été supprimé du catalogue Disney et il est aujourd'hui de plus en plus compliqué de se procurer le film. Le film Les Bérets Verts, avec le légendaire John Wayne, qui est également la réalisation de ce projet, dépeint les Vietnamiens de façon caricaturale, en les présentant comme des ennemis perfides, brutaux, allant même jusqu'à les considérer de terroristes. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il sort en 1968, à un moment où les Américains connaissent un basculement au sein de leur société et où de plus en plus de personnes vont se mettre à soutenir la cause vietnamienne, notamment avec l'émergence de la contre-culture, en opposition avec les valeurs défendues par l'establishment américain. Je pense également à la cérémonie des Oscars en 1940, lors de laquelle l'actrice afro-américaine Hattie McDaniel a été récompensée de l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance mythique dans Autant en emporte le vent, qui n'aura pas pu assister à l'avant-première du film car le cinéma était réservé exclusivement aux Blancs. En somme, il est intéressant de se questionner dans quelle mesure le cinéma américain a pu être, durant de nombreuses décennies, un outil de propagande à disposition du gouvernement, et si aujourd'hui Hollywood et les grosses productions sont-ils toujours à la botte de l'establishment. Mais pour en revenir à Mandigo, de Richard Fleischer, il est important de remettre le film dans son contexte. Lors de sa sortie, les États-Unis venaient à peine de sortir de leur période de ségrégation raciale, et un basculement venait tout juste d'avoir lieu dans l'industrie américaine. C'est l'émergence du Nouvel Hollywood. Pour faire bref, le Nouvel Hollywood est une période qui se situe de la fin des années 60 à la fin des années 70, où les cartes se sont rabattues entre les réalisateurs et les grands studios. De plus en plus de réalisateurs ont désormais plus de liberté scénaristique et ont la possibilité de faire des films critiques vis-à-vis de l'Amérique. Quand on pense au Nouvel Hollywood, on pense notamment à des réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Dennis Hooper, Martin Scorsese ou encore Robert Altman et Michael Cimino, pour ne citer qu'eux. Richard Fleischer, réalisateur de Mandigo, n'appartient pas à cette génération et est un réalisateur ayant traversé les époques du cinéma américain. Né en 1916, ayant débuté sa carrière à l'aube des années 40, il est notamment connu pour sa capacité à faire des films de commande et du cinéma grand public, avec des projets comme 20 000 lieues sous les mers, Docteur Dolittle ou encore Le génie du mal. Mais au début des années 70, le producteur controversé Dino De Laurentiis lui propose d'adapter ce roman de Kyle Huntstott. L'Italien, se rendant compte de la popularité des Blaxploitation et de sa popularité outre-Atlantique, faire un film avec un cast en grande partie afro-américaine où leur histoire est racontée de façon réaliste pourrait contribuer au succès du film. Mandigo de Kyle Huntstott est une fresque familiale longue de 650 pages qui raconte avec précision et un réalisme cru les aspects économiques de l'esclavage ainsi que les mœurs qui en découlent. De plus, une des autres forces du film est notamment d'aborder la question sulfureuse des relations entre une personne blanche et une personne noire, et par extension la fétichisation des personnes noires par les hommes et femmes blanches. Malgré l'effervescence de la vague du Nouvel Hollywood, comme vu précédemment, la question des relations interraciales est un sujet encore tabou aux États-Unis, et de surcroît lorsque la relation est entre une femme blanche et un homme noir. Le livre sera cependant un immense succès outre-Atlantique, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Lorsque le film sera proposé à Fleischer, le réalisateur refusera plus de 10 fois la proposition de faire le film et acceptera finalement de faire le film si ce dernier avait la garantie de pouvoir être au maximum réaliste, qui se veut une œuvre rigoureusement exacte des atrocités commises à cette époque. La production du film s'avérera chaotique. De nombreux acteurs refuseront de tourner dans le projet en raison de son caractère controversé. L'acteur principal du film d'ailleurs, James Mason, admit quelques années après la sortie du film qu'il avait accepté le rôle afin d'honorer ses pensions alimentaires. Seul le célèbre boxeur Ken Norton montra un véritable intérêt pour ce film. Il refusera d'ailleurs une offre à 250 000 dollars pour combattre face à Jerry Quarry. Le film obtiendra une première journée d'exploitation très bonne, établissant d'ailleurs des records internes à l'époque pour les cinémas Criterion et CKO. Mais le film sera petit à petit diabolisé par la presse, censuré, et tombant peu à peu dans l'oubli. Le film se fera détruire par la critique américaine, qui considère ce dernier de poubelle raciste, obscène. Le film obtiendra d'ailleurs la note de 0 de la part de Roger Ebert du Chicago Sun-Times. Un autre critique déclarera que le film pue, et Jacques Siclier, journaliste du Monde, dira que le film a épousé toutes les outrances du roman. Cependant, 10 ans après sa sortie, le film sera reconsidéré par une bonne partie des critiques américaines, qui l'érigeront peu à peu comme un film culte des années 70.
Jonathan Rosenbaum, du Chicago Reader, déclarera qu'il est l'un des films hollywoodiens les plus négligés et sous-estimés de son époque, et qu'il compte parmi les films américains les plus pertinents sur l'esclavage. Dave Kerr, du New York Times, dira que c'est un des derniers grands films de Fleischer, dans lequel le rôle du méchant, sans visage, est joué par tout un système social renforçant vraiment le fait que le film traite principalement du racisme systémique, et non de comportements racistes à l'échelle individuelle. Quentin Tarantino, d'ailleurs, déclarera qu'il compte parmi ses œuvres favorites et que ce chef-d'œuvre de Richard Fleischer fait figure d'ovni dans l'industrie hollywoodienne. En somme, Mandigo est une œuvre sans concession, d'un naturalisme jusqu'en boutisque, qui risquerait de choquer de nombreuses personnes. Mais ce genre d'œuvres sont majeures afin de comprendre toute la complexité et les mécanismes mis en place lors de la période esclavagiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires.